Hello. Salut Céline. Allez, encore 2 minutes, on va se dire. Ouais, ouais. Bon, allez, on commence à 0,5. Si. On laisse encore une chance au dernier. Il y avait un peu plus de monde qui avait répondu, donc on espère avoir quelques personnes supplémentaires. Sinon, ils arriveront en cours de route, c'est pas très grave. Ça a commencé, hein. Ouais. Ah, ok. Bon, allez, on va y aller. On va commencer. Vas-y, Alexia. Hop. Bah déjà, bonjour à tous. Merci d'être là, même si on n'est pas très nombreux, mais normalement, il va y avoir d'autres personnes qui vont me rejoindre. Avec Alexandre, on a préparé, enfin, surtout Alexandre, il a préparé une petite présentation de PowerPoint qui va vous présenter déjà plusieurs points. Enfin, je vais pas vous spoil, vous allez voir, mais en tout cas, vous allez avoir deux parties, pardon. Vous allez avoir une partie plus théorique et ensuite une partie plus pratique. On a préparé des petits cas pratiques. Enfin voilà, vous allez voir ça. Ça va être Alexandre qui va me présenter la plupart des choses. Moi, je vais essayer d'interagir en même temps. Surtout si vous avez des questions, quoi, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à interagir également. Et si à la fin vous avez des questions également, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc, je laisse Alexandre commencer du coup la petite présentation. Yes, yes, ouais. Merci Alexia. Je suis désolé pour le petit écho, s'il y a un petit écho. On est à côté avec Alexia, c'est pas forcément pratique. Et les haut-parleurs, ils voulaient pas s'arrêter. Yes, bon, merci du coup à tous d'être venus pour ce petit atelier sur l'IA générative et ChatGPT. Alors à la base, on voulait faire quelque chose sur ChatGPT, un petit peu, bon, c'est un des sujets du moment, mais finalement, c'est quand même intéressant de parler d'IA générative de façon un peu plus globale. La seule chose que je voulais dire, c'est que moi, je suis pas du tout un expert, hein. Je suis pas un expert en IA générative forcément, mais je sais que côté FLOA, on s'y intéresse beaucoup, de plus en plus, notamment dans des cas vraiment très pratiques, pour le mettre aussi à l'échelle, à industrialiser. Donc on commence vraiment à se mettre sur le sujet et on met en place des workgroups déjà chez nous avec le métier, avec l'IT et donc avec la data. Même aussi avec le juridique, avec la conformité, vous allez voir, il y a quand même tous ces sujets-là. Donc on s'y met beaucoup, c'est pour ça que c'était intéressant. Du coup, Loom voulait faire un atelier un peu là-dessus, donc moi j'avais quelques billes, mais voilà, encore une fois, je suis pas un expert, donc n'hésitez pas, s'il y a des choses qui sont fausses, n'hésitez pas à me corriger, et de façon globale, n'hésitez pas à interagir et à poser des questions dans le chat. Et je pense qu'après la partie théorie, on fera une petite partie questions-réponses si vous voulez. Au moins, on est en plus petit comité, mais du coup, si vous avez des questions, ce sera plus facile à gérer. Allez, hop, je passe sur la 13. Du coup, je vais plus vous voir. Alors tout d'abord, je voulais refaire un petit peu d'historique. Donc comme vous voyez, l'IA générative, c'est finalement un sous-domaine du deep learning, qui est lui-même un sous-domaine du machine learning, qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a toute cette strate-là, il faut bien avoir en tête.
Et pour faire un peu d'historique, donc on parle de 1956 pour le début de l'intelligence artificielle, donc ça remonte quand même il y a longtemps, hein, c'est pas quelque chose de récent. On parle beaucoup de Alan Turing, notamment, qui a introduit le concept de machine universelle. Et on prend la date de 1956 comme référence à cause d'une conférence qu'il y a eu à Dartmouth, qui est considérée vraiment comme le point de départ officiel de l'IA en tant que domaine académique. Donc c'est pour ça qu'on parle de 1956. Ensuite, dans la fin des années 90, on a eu ce qu'on appelle le machine learning. Donc c'est avec un algorithme qui permet aux machines d'apprendre à partir de données existantes et donc d'améliorer ces données pour prendre des décisions ou faire des prédictions. Donc c'est vrai qu'on parlait beaucoup de prédictions à ce moment-là. L'exemple qu'il y a, alors pourquoi en 97? Parce qu'il y a l'IA de IBM Deep Blue, à ce moment-là, qui devient le premier ordinateur à battre un champion du monde d'échecs. Donc voilà, c'était un peu la petite référence sympa. Et ça a quand même marqué un petit tournant dans la reconnaissance des capacités de l'IA, quoi, pour surpasser l'humain dans certaines tâches. Ensuite, dans les années 2000-2010, on a plutôt 2010, du coup, on a quand même le deep learning qui est arrivé. Avec l'explosion notamment des données et de la démocratisation des ordinateurs personnels, on a pu aller un petit peu plus loin dans l'IA. Et on a mis en place donc le deep learning, c'est toujours une technique d'apprentissage automatique, mais sur des réseaux de neurones, vous avez dû en entendre parler, donc qui permettent de traiter beaucoup plus de données, d'aller beaucoup plus loin dans les prédictions et dans les décisions, et qui commencent aussi à mettre, comment dire? C'est aussi l'arrivée du cloud qui a permis encore une fois de stocker beaucoup plus de données. En fait, c'est ça un peu la grosse différence d'année en année, c'est vraiment ça, c'est les infrastructures qui s'améliorent et le fait qu'on puisse traiter de plus en plus de données le plus facilement possible. Et donc là, aujourd'hui, on arrive en 2021 sur Generative AI. 2021, je crois que c'est l'année où sort ChatGPT, il me semble. Donc c'est là où vraiment on passe à un niveau supérieur, on peut dire. Toujours donc avec l'essor des infra cloud qui sont beaucoup plus performantes qu'avant. Voilà, donc on va rentrer un peu plus dans le détail après sur Generative AI. Là, c'était vraiment pour vous faire une petite introduction et un petit peu d'historique. Ensuite, sur l'IA générative, donc on parle beaucoup de 2 types d'IA génératifs. Ils sont la génération de langage naturel. Donc là, on va beaucoup entendre parler de LLMs. En fait, c'est important quand même de faire toute cette introduction parce qu'il y a beaucoup de mots-clés, d'acronymes, d'outils et d'autres concepts qui peuvent paraître un peu confusants. Donc, genre, on parle de LLM, on parle d'IA générative. Voilà, les LLM, finalement, c'est une partie d'IA générative. Donc, parfois, on fait un peu l'amalgame. Chez GPT en fait partie. Vous verrez que je ne parle pas de ChatGPT justement parce que on va voir que ChatGPT, finalement c'est l'interface qui permet d'utiliser le modèle GPT. Donc GPT, c'est ce qu'on peut considérer un large language model, donc les LLM. On va en reparler peut-être un petit peu après. Donc ça, c'est la première, on va dire, grosse famille qui permet de générer des textes similaires à ceux que les humains écrivent. Donc ça prend aussi en charge là, on pourrait croire que c'est que le texte, mais ça prend aussi en charge les applications qui peuvent traiter du texte et de la parole. Donc c'est quand même important. Les LLM, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un modèle de réseau de neurones. Donc c'est pour ça, pour faire le lien un peu avec ce qu'on disait, qui ont été entraînés par contre sur de vastes quantités de données, de texte, et peuvent générer du texte de type humain pour un large éventail de tâches. Ensuite, on a l'autre type qui est la conversion de texte en image avec DALL-E. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire pour l'instant là-dessus. Il y en a peut-être d'autres, mais là, c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant, c'est ce qui est le plus connu. Et donc, en termes d'image, après, on peut générer des icônes, des modèles, des illustrations, des objets 3D. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses que vous devez connaître. Et donc, il y a DALL-E qui est l'exemple, peut-être que vous avez déjà utilisé. Et il y a Midjourney qui est un autre outil comme ça qui permet de faire ça. Et en bas à droite, en vert, c'est là, si on se concentre sur les LLM, vous allez voir qu'on est un peu en mode entonnoir, donc on se rapproche de plus en plus de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ChatGPT. On a différentes tâches que peuvent faire les LLM, dont GPT. Là, c'est les 4, hein, on va dire, qui viennent à l'esprit tout de suite, mais il y en a d'autres, il y en aura sûrement d'autres. Donc, on parle de classification pour attribuer des étiquettes ou des catégories prédéfinies. Donc, juste pour savoir, par exemple, si un paragraphe qu'on lui donne en entrée, est-ce que ça a connotation positive, négative, est-ce que c'est neutre? Bon, c'est ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait très bien faire. Encore une fois, tout ça, c'est des choses qu'on pouvait faire plus ou moins bien avant avec les autres modèles d'IA qui n'étaient pas génératifs.
mais ils étaient quand même moins performants, c'était entraîné sur de moins vastes quantités de données. Et ce qui va être intéressant, par contre, c'est cette partie génération qu'on va voir après. Donc ça, c'est la classification. On a résumé. Donc résumé, ça c'est assez simple. Par exemple, enfin simple. Le concept est assez simple, c'est que tu lui donnes plusieurs fichiers. On verra un exemple à la fin, plusieurs fichiers en entrée, et il va te faire un résumé de tous ces fichiers. Ça peut être autre chose que des fichiers, ça peut être des paragraphes, ça peut être des articles, enfin ça peut vraiment être pas mal de choses. Donc ça c'est assez intéressant. On a la traduction, donc c'est-à-dire il est capable de traduire n'importe quel texte dans quand même beaucoup de langues. Peut-être pas toutes les langues, ça va dépendre du modèle, encore une fois. GPT va peut-être traiter moins de langues qu'un autre outil, qu'un autre modèle, mais l'idée c'est ça. Et on parle de langage aussi, de langage informatique. Et on verra des exemples après. Et donc, par contre, la grosse nouveauté, c'est la génération de contenu, et on va rentrer dans le détail un petit peu après. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de créer du texte nouveau et original. Donc, si on prend des exemples en dehors un peu de l'entreprise, on a pour créer des nouvelles histoires, des poèmes, des blagues, des slogans, à partir d'un prompt. Donc, on n'a pas encore parlé du prompt, mais le prompt, donc c'est l'invité de texte dans lequel on va pouvoir donner les instructions au modèle. Un truc. Ouais. Moi, par exemple, je sais que j'utilise beaucoup aussi pour faire des posts LinkedIn. Dans la dans la vie quotidienne, ça peut vraiment être utile à tout, genre même pour les mails aussi. Enfin, vraiment, mais moi, je sais que j'utilise beaucoup, beaucoup pour les posts LinkedIn, donc même ça, ça peut vraiment. En fait, c'est un gain de temps, mais vraiment énorme. Enfin, vraiment, dès qu'en fait, on trouve un peu, enfin, qu'on arrive à mettre vraiment sa patte dans le prompt, en fait, vraiment, bah, ça peut vraiment faire. Enfin, c'est vraiment un gain de temps énorme. Vraiment, même dans la vie quotidienne ou quoi, c'est impressionnant, ouais, comment c'est trop utile. Yes, puis après, c'est vrai que si on parle d'exemples un peu concrets, ça peut être des comptes rendus de réunion, on pourra en voir après, ça peut être pour générer un mail. Et après, plus on lui donne du contexte, plus il sera en capacité de donner quelque chose de précis. Mais on verra un peu à la fin, et je vous enverrai aussi un doc qui explique que justement l'art du prompt, c'est pas quelque chose d'anodin, il y a quand même pas mal de petites références à avoir. Mais il y a même des métiers qui vont arriver là-dessus, justement, sur le prompting. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant, mais c'est normal que ce soit pas forcément évident pour tout le monde tout de suite. Donc là, après, là, on rentre vraiment sur GPT, donc qui est un des modèles d'IA générative. Donc ce modèle-là, il a été développé par OpenAI en 2019 et il a été mis sur le marché donc un peu après. J'ai parlé de 2021 tout à l'heure, il me semble que c'est ça, mais voilà. Donc OpenAI, c'est une organisation de recherche sur l'intelligence artificielle en IA. ChatGPT est un de leurs modèles, DALL-E est un de leurs modèles aussi, et du coup, qui fait des tâches vraiment différentes. Donc, comme je vous disais, ChatGPT, finalement, c'est l'interface de type chatbot. Le modèle, c'est GPT. Donc, même moi, des fois, je fais un peu l'amalgame. Donc, après, ça, j'ai déjà dit que c'était un LLM de type transformer, donc qui repose sur une archi deep learning. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui de comment marchent les réseaux de neurones. Je serais pas en capacité de le faire de toute façon. Là, on sort un peu de mon scope. Il faudrait faire venir des data scientists pour faire ça. Excusez-moi. Donc ça, après, on l'a déjà dit, mais ChatGPT est capable de générer du texte cohérent et pertinent à partir d'une entrée de texte dans de nombreux domaines. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment, enfin, ça touche vraiment à tous les domaines, quoi. Il peut être vraiment pertinent. La petite note, je savais pas trop le placer, mais du coup, je vais le placer maintenant. C'est ChatGPT, donc il y a plusieurs versions. Il y a une version 3, 3.5, 4, peut-être même avant. La 3.5, par exemple, elle s'arrête, il me semble que les données par exemple, si vous lui demandez ce qui s'est passé à un événement en novembre 2023, il me semble qu'il y a une date à laquelle il peut pas remonter, puisqu'il n'a pas été rentraîné depuis. Là, ça va être la grosse différence avec ChatGPT 4, par exemple, c'est ça, c'est que ChatGPT 4, il est vraiment au bout du jour, il est rentraîné, donc on pourra lui demander pas mal d'actu récentes. Ce qui n'est pas le cas avec 3.5 que je vais utiliser après, je vais vous montrer. Euh, donc voilà, le processus de génération de texte par ChatGPT, ça va donner un petit peu une idée, mais donc l'entrée de texte, on lui donne, elle va être encodée sous forme de vecteur de nombres. Ça va être un premier algo qui est imbriqué dans le modèle de façon globale. Donc on va encoder sous forme de vecteur. On va utiliser ensuite ce vecteur d'entrée pour générer une représentation interne du texte en utilisant justement les réseaux de neurones. Et ensuite, cette représentation interne, on va travailler de façon itérative, enfin le modèle va travailler de façon itérative en essayant de prédire le mot qui va suivre. En fait, c'est vraiment ça, ce modèle-là, en tout cas, c'est pas le cas de tous les modèles, mais celui-là, son objectif, c'est de
c'est de prédire avec la plus grande fiabilité possible le mot suivant qui va arriver dans la phrase. Donc c'est pour ça qu'à la base, il est très, très fort si on lui dit, si on lui donne un début d'article à écrire et il va pouvoir imaginer la suite. Ça, c'est un truc, c'est un des cas d'usage un peu le plus classique, hein. C'était un des premiers et il fonctionne très bien comme ça. Après, le process, il va itérer et il va prendre ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus cohérent par rapport à l'entrée qu'on lui a donnée. Et ensuite, ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Alors, je sais pas si on peut le faire dans l'application de ChatGPT, mais en tout cas, moi, ce que je vais vous montrer après dans Microsoft, on peut faire ce qu'on appelle du fine tuning. Donc, ça veut dire que si la réponse ne nous va pas, on va pouvoir finalement le réentraîner, le modèle, aller un peu plus loin. On va lui donner des informations, on va lui dire que moi, j'aurais bien aimé que tu ailles plutôt vers ça, ou que tu sois un peu plus créatif dans ce domaine. S'il y a des mots qu'il ne connaît pas, par exemple, si je prends l'exemple de Floa et qu'il y a des mots vraiment financiers typiques du monde bancaire qu'il ne connaît pas, pour une raison ou une autre, pareil, on peut lui expliquer ce que c'est, on peut lui, comme ça, pour la prochaine fois, il sera en capacité de sortir quelque chose de plus cohérent. Donc voilà, voilà pour ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vais peut-être revenir sur des concepts un petit peu après. Ensuite, pour parler vraiment d'exemples d'utilisation de ChatGPT un peu plus concrets que juste faire des comptes rendus, on va dire, de réunions ou autres. Donc, on a vraiment tout ce qui est génération de contenu. On retrouve les plus ou moins quatre grosses catégories que je vous ai montrées deux slides avant. Donc, un des gros cas d'usage, ça va être l'analyse dans les centres d'appel, donc générer automatiquement des réponses aux demandes des clients. Donc là, c'est les fameux chatbots, où maintenant, on va même créer des avatars avec des voix humaines pour pouvoir, dans un premier temps, en tout cas, diriger les clients vers les bonnes personnes derrière. C'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant, mais maintenant qui est quand même censé être plus puissant, notamment avec la partie avatar qui permet d'avoir un semblant de quelqu'un en face. C'est très souvent le premier cas d'usage qu'on donne, que les entreprises adoptent. Et par exemple, nous, chez Floa, c'est le premier qui va être mis en production la semaine prochaine. Alors, un chatbot comme ça, c'est même un avatar qui s'appelle Eva, c'est une entreprise externe qui l'a fait. Mais en tout cas, voilà un petit peu un exemple. On peut aussi générer une interface utilisateur personnalisée pour votre site web. Voilà, c'est des trucs un petit peu classiques. Si je passe au troisième cas, la génération de code, parce que c'est quand même lié à la génération de contenu. Donc pareil, oui, ChatGPT va pouvoir, et tous les autres modèles de LLM vont pouvoir nous permettre de générer du code dans un langage qu'on souhaite, du langage naturel humain vers du SQL, ou l'inverse, par exemple. Il va pouvoir documenter du code, il va pouvoir faire des code reviews, donc faire des tests unitaires, par exemple, assez simples. Donc c'est quand même assez intéressant. Et pour ça, j'ai pas une liste du tout en tête, mais enfin, si vous cherchez un petit peu tous les outils qui existent, tous les éditeurs, en tout cas, ils essayent de mettre une petite patte d'IA générative dans leurs outils intégrés. Donc voilà, si on pense par exemple à des éditeurs qui permettent de faire du code. On a le résumé, donc ça, on a déjà un petit peu parlé, le résumé de conversation du service conseiller. Donc ça veut dire qu'une conversation entre un conseiller et le client va être enregistrée, on va le transformer en format texte, et à partir de format texte, on va pouvoir créer un résumé. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça dépend après de ce qu'on en fait, bien sûr, mais voilà, c'est plutôt cool. Il y a une analyse de corpus de documents spécialisés. Donc là, c'est-à-dire on va avoir sur un SharePoint, par exemple, des centaines, voire des milliers de documents. Ça peut être tout n'importe quoi, et on souhaite avoir un résumé ou qu'il y ait des mots précis de chaque texte qui nous ressortent. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et sinon, il y a une grosse partie aussi qui est autour de la recherche et de l'idéation. Donc parfois, on n'a juste pas d'idée, on veut juste avoir une première ébauche, quelque chose de brut un petit peu. Donc ça, on peut lui demander aussi à l'outil, enfin au modèle, et on peut toujours aller de plus en plus loin dans l'idéation pour être de plus en plus précis. Donc voilà, donc on parlait des réseaux sociaux aussi. Enfin voilà, je pense qu'au fur et à mesure, on a déjà parlé de pas mal de cas d'usage, on va en parler d'autres. Là, il n'y a pas forcément que ce qu'on voit sur cette slide. Peut-être des questions. Ouais, je sais pas si vous avez des questions un petit peu là-dessus. Et après, je vais rentrer un peu plus dans le concret avec Microsoft, justement, avec le partenariat qu'il y a entre OpenAI et Microsoft aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des questions déjà sur cette partie-là. Ok. Ça roule. On continue du coup.
ouais, je vais vous parler de ce partenariat-là parce que c'est avec Microsoft que nous, on va commencer à travailler chez Floa. Donc, Microsoft et OpenAI ont signé un partenariat il y a peut-être 6 mois, il y a quand même quelques temps, pour utiliser donc, plusieurs modèles de OpenAI qu'on voit en dessous. Donc, les fameux GPT, on a DALL-E et on a Whisper qui est un autre module qui permet de la transcription et translation, notamment pour les conseillers, ça peut être justement super intéressant. Donc voilà pour ça. Là, on parle d'OpenAI, mais très récemment, ils ont également signé un partenariat avec Mistral qui est un éditeur aussi d'IA générative français, qui est très récent, qui date de l'année dernière. Ils viennent juste de signer un partenariat avec eux. Donc là, typiquement, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu, ce sera toujours lié à OpenAI, mais il faut bien avoir en tête qu'on pourra le faire aussi avec d'autres modèles, d'autres éditeurs. Style. Ok, là, donc, c'est en anglais, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'approche qu'a Microsoft un petit peu avec ses clients, parce que là, pour l'instant, c'est bien gentil d'avoir l'application OpenAI avec ChatGPT sur son téléphone et faire des comptes rendus, etc. Mais déjà, bon, évidemment, c'est difficile, c'est pas sécurisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus mettre des données liées à l'entreprise dans un prompt, juste sur une application sur le téléphone, par exemple. Si on veut faire un compte rendu de réunion à partir de notes, et dans ces notes, il y a des indicateurs un peu critiques, c'était quand même pas terrible d'un point de vue sécurité. Donc, c'est aussi un des avantages de passer par ces éditeurs-là. Si nous, on est déjà hébergé sur Microsoft, sur Azure, côté Floa. Donc, c'est vrai que c'est assez facile d'avoir finalement à disposition, vous allez voir qu'on a à disposition un prompt un petit peu interne Microsoft qui est très sécurisé pour le coup, sur lequel on peut faire un peu ce qu'on veut, en mode bac à sable pour l'instant. Et l'idée après, ce sera de l'industrialiser. Et là, par exemple, il y a un cas, pour savoir justement à quelle couche on se situe, Microsoft, ils vont mettre un peu à disposition plusieurs strates, un peu comme si on parlait de SaaS, de PaaS, d'IaaS. C'est-à-dire qu'ils peuvent, suivant ce qu'on va vouloir faire, ils peuvent nous mettre à disposition directement un outil sur étagère qui est quasiment prêt à faire un cas d'usage précis. C'est le cas, je pense, pour un chatbot. Par exemple, si on veut un chatbot euh, pour la relation client ou autre, je pense que Microsoft a déjà un copilot, qu'ils appellent copilot, qui existe tel quel. Il y a juste à l'adapter. Il a été entraîné sur des données externes à l'entreprise, donc ils peuvent le mettre à disposition. C'est pour ça que là, on voit vraiment, je peux pas, si je peux vous montrer, ouais. Ici, du coup, il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que l'entreprise veut construire elle-même, développer elle-même finalement l'usage, l'interface, pas le modèle, mais au moins l'interface et l'industrialisation, on va dire, du cas d'usage. Sinon, on se pose la question, donc ça, là, c'est-à-dire que ça va plutôt rester côté Microsoft. Et derrière, la question, c'est est-ce que vous allez vouloir utiliser vos propres données ou est-ce que ce qui vous intéresse, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur le net, sur le marché. Et dans ce cas-là, il y aura différentes strates de produits sur étagère que Microsoft pourra proposer. Et à l'inverse, si ce qui nous intéresse dans l'entreprise, c'est d'être vraiment de gouverner à 100% ce qu'on fait et de vraiment créer les usages de zéro depuis juste le modèle, là, on a ce qu'on appelle Azure OpenAI Service, donc qui est vraiment une plateforme as a service, on va dire, qui est mise à disposition par Microsoft auprès de l'entreprise. Et donc là, on va vraiment pouvoir, à partir des modèles, comparer les différents modèles, donc GPT, Mistral ou autres, voir celui qui est le plus performant pour nos usages et créer finalement notre environnement et notre outil finalement derrière nous-mêmes. Alors évidemment, ça n'a pas le même coût à chaque fois. Donc il y a aussi ça qui peut rentrer en jeu. Et la notion de copilot, c'était pas forcément clair pour moi avant, mais en fait, il faut juste avoir en tête que si ça s'appelle copilot, c'est juste parce qu'on considère qu'il y a générative, c'est bien un copilote de l'humain. C'est quand même l'humain qui est aux commandes et tout ce que va faire l'IA génératif, le modèle, encore une fois, c'est quand même faire des propositions et de faciliter un peu le travail, mais il faut toujours avoir un œil critique et challenger un petit peu ce qu'il fait. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est un exemple avec Teams. Donc là, il y a des outils sur étagère pour des nouveaux outils, on va dire, qui ne sont pas dans la suite Microsoft 365, mais on a quand même des petits modules d'IA générative qui sont en train d'être introduits dans les outils qu'on connaît classiquement, donc Excel, PowerPoint et autres. Dans Teams, par exemple, je crois qu'on peut déjà le faire. Enfin, en tout cas, nous, à Flora, je crois qu'on peut déjà le faire.
On peut enregistrer une réunion, et non seulement donc la réunion sera enregistrée, mais derrière, ça va pouvoir faire un résumé de la réunion tout seul. Tu vois? Ouais. Transcrire, je crois que c'est ça. Ouais. Et tu vois, là, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça existe déjà. Ouais, c'est ça. Donc, ça va dépendre de la version qu'on a, mais ouais, donc ça marche déjà. Donc après, bien sûr, c'est toujours un peu pareil quand enfin, il suffit qu'il y en ait un qui dise un peu n'importe quoi, qui déconne pendant la réunion, et bon, ça va faire un peu bizarre, mais voilà, il y a quand même des choses comme ça qui sont déjà possibles, qui sont plus qu'en bêta testing. Je pense que ça va être peut-être le moment que je vous montre à quoi ça ressemble sur Microsoft, par exemple. Hop. Ça rend un petit peu moins bien. Là. Il y a Anaïs qui dit dans la conversation mais il faut avoir une licence copilote, je crois. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. C'est possible, Anaïs, ouais, qu'il faille une licence particulière. Donc là, effectivement, là, je vous montre très rapidement à quoi ressemble le studio Azure OpenAI pour l'instant. Donc c'est bien Azure OpenAI. Donc là, pour le coup, on n'a que les modèles d'OpenAI. Donc si je regarde à droite, par exemple, sur le déploiement, là, je peux déployer que GPT 3.5. J'ai même pas, on n'a pas le 4. C'est beaucoup plus cher, il me semble. Euh, mais il y a d'autres studios, on va dire, où là, on n'aura pas que OpenAI, on aura aussi Mistral et on pourra choisir d'autres modèles à tester. Donc là, typiquement, là, on peut, dans le prompt, mettre faire des premiers tests. Là, je peux ajouter des fichiers ou des bases de données et pour qu'il me fasse un résumé. Alors, Dali, je crois qu'on n'y a pas accès pour l'instant, ça dépend de la région où on est. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, il y a la partie Playground, vraiment bac à sable. Moi, c'est la seule partie que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc, on peut faire quelques trucs sur le bord, c'est ce que je vais vous montrer un petit peu après, mais tout l'enjeu, ça va être d'industrialiser des vrais besoins, quoi. Et là, c'est là que on est vraiment juste, nous, aux prémices côté Floa, on commence juste à lancer des cas d'usage comme ça, enfin, même pas encore à lancer des cas d'usage, un peu à structurer l'équipe qui va travailler là-dessus, avec les métiers. Donc peut-être que dans 6 mois, un an, ce serait intéressant de refaire un atelier, voir un peu et vous montrer typiquement ce qu'on aura fait. Et donc voilà un petit peu aujourd'hui, on va revenir, on reviendra à ça un petit peu après avec les cas d'usage, avec les cas un peu plus pratiques. Là, je voulais juste vous parler très rapidement des avantages et défis que représente l'IA générative. Je pense que pour tout ce qui est avantage et intérêt pour l'entreprise, c'est assez clair, hein. C'est que, à un moment, c'est quand même important de prendre le pli un petit peu là-dessus. Tout le monde s'y met. Donc, c'est quand même cool d'être un peu au courant de ce qui se passe et de commencer à voir ce qui pourrait être fait de niveau d'entreprise, quoi, pour innover, se démarquer. Derrière, on a. Est-ce que j'avais des exemples là-dessus? Je regarde mes notes. Tac, tac, tac. Non, je n'avais pas. Donc après, on va pouvoir aussi peut-être résoudre des problèmes plus complexes et de manière créative. Enfin, je parlais tout à l'heure de tous les fichiers. Quand on a quelques fichiers, faire un résumé, il y a des outils qui le font très bien. Mais là, aujourd'hui, sur plusieurs dizaines, centaines, milliers de fichiers, bah, c'est pas évident. Donc là, on pourrait vraiment aller extraire précisément. Si on lui dit par exemple qu'on a 1000 fichiers, c'est des invoices, c'est des notes comptables, je sais pas, et on veut qu'à chaque fois dans ce fichier, tu ailles me récupérer que la partie qui est en haut à droite, bah, il pourra le faire, quoi, il pourra récupérer que ça. Et ce qui est intéressant, c'est non seulement il peut te le récupérer, mais si on est dans un besoin industrialisé, il pourra aller te mettre cette valeur-là dans une table derrière, que tu pourras après aller requêter en tant que data ou autre. Donc si on parle vraiment de besoins industrialisés, on arrive jusque-là, quoi, après. Voilà. On a l'amélioration de la productivité. Ça paraît assez logique. C'est un peu le même discours avec toutes les IA. Donc, en générant automatiquement des rapports ou la simulation de scénarios business. Donc, ça peut être vraiment un atout majeur. Je passe pas trop de temps. Je pense que la slide parle un peu d'elle-même, mais je pense que c'est un peu logique. J'imagine quand même que tout le monde est un peu conscient que ça peut apporter des choses intéressantes. Par contre, derrière, on a quand même tous les obstacles et les défis qu'on pourrait rencontrer. Ça a beau être un véritable levier de croissance, voilà, faut quand même faire attention. Il y a quand même des risques, et c'est pour ça qu'il faut mettre en place des instances, des streams de gouvernance et de pilotage, quoi, derrière. Déjà, évidemment, la qualité de l'entrée de texte, donc de la donnée en entrée, peut affecter la réponse. Encore une fois, ChatGPT, enfin GPT, tous les modèles un peu qui existent aujourd'hui,
ils vont toujours vouloir donner une réponse. Donc, c'est-à-dire même s'ils n'ont pas la réponse, ils vont quand même te donner quelque chose. C'est ce qu'on appelle, on le voit juste en dessous, c'est ce qu'on appelle aussi les hallucinations. Donc parfois, il peut mal comprendre le contexte qu'on lui donne, mais du coup, en fait, il va toujours vouloir donner une réponse. Quoi qu'il arrive, il ne pourra jamais te dire non, quoi. Donc parfois, il peut t'inventer des trucs. Si tu lui dis, toi, par exemple, dans le texte, j'avais un exemple dans le texte, tu lui files un contexte historique sur Christophe Colomb, je crois que c'était l'exemple que j'avais vu sur Christophe Colomb. Et en fait, tu lui donnes tellement de contexte, dans le contexte, tu lui parles de date, et derrière, quand tu lui poses une question simple, en quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique, vu qu'avant, tu lui as donné une réponse un peu contradictoire avec ce qu'il connaît, il pourrait te donner une mauvaise réponse. Donc c'est pour ça que bon, il y a quand même pas mal de limites comme ça à connaître. Un autre, alors là, c'est pas vraiment une limite, c'est plutôt un défi, j'en ai parlé tout à l'heure. Ces modèles-là et ces concepts vont amener de nouvelles compétences sur le marché. On voit déjà hein, qu'il y a des nouvelles compétences qui existent. Alors, j'ai pas enfin, des nouvelles compétences ou de nouveaux postes. J'ai pas une intitulé de poste en tête, mais ça va vraiment tourner autour du prompt et de la gestion de l'IA génératif. Mais à minima, en tout cas, il y a des nouvelles compétences à développer et donc des parcours de formation à trouver. Et ça, nous, typiquement, on commence aussi à le voir là, sur les streams d'IA génératif à Floa. C'est un des premiers axes qu'on va prendre. Tu vois, par exemple, c'est quoi la DuckConf, conférence tech, mais il te dit que c'est une conf sur les canards avec des chasseurs. Ouais, clairement. Ah voilà, il faut vraiment toujours avoir un esprit critique et être un peu vigilant, quoi. C'est pour ça, vraiment, la notion de copilote, elle est quand même plutôt assez intéressante. Voilà, et sur la partie sécurité, bon, c'est ce que je disais déjà, je pense que n'importe quelle entreprise a envie de s'assurer que les données qu'on va lui donner, surtout si c'est des fichiers par exemple, bah, que ce soit bien sécurisé et que la plateforme soit bien mise en place derrière, quoi, et qu'il n'y ait aucun risque. Et également, bon voilà, évidemment ça on le sait, mais c'est peut-être moins le cas dans le monde de l'entreprise, mais ces modèles-là peuvent être utilisés pour générer des textes trompeurs ou malveillants, ou des images ou des vidéos trompeuses, comme on l'a vu avec des deepfakes ou autres. Et derrière tout ça, derrière cet intérêt des filles, il y a quand même une vraie approche éthique et responsable à avoir, euh, notamment en ce qui concerne la création de fausses informations ou la manipulation de la donnée. Et bah, par exemple, ça va dépendre un peu de la donnée qu'on lui donne en entrée, quoi, mais des fois, ça peut être biaisé, mais on en parle juste un petit peu après. Ce sera ma dernière slide un peu théorique après. Mais effectivement, on peut aussi biaiser par rapport à ce qu'on va lui donner en entrée, quoi. Donc, c'est quand même assez vigilant là-dessus. Et là, on vous enverra les slides. Il y a un exemple d'hallucination qu'il y a eu sur un chatbot d'Air Canada il n'y a pas très très longtemps, je crois que c'était en février. Le chatbot, il a donné une mauvaise information au client. Et du coup, le client a porté plainte et l'entreprise a dû payer, a dû rembourser, on va dire. Donc, il a donné une mauvaise information sur un remboursement sur un vol. Et du coup, l'entreprise a dû rembourser le client. Donc, voilà, c'est un exemple, hein, et vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, mais c'est toujours un peu cool d'avoir ça en tête et de le mettre un peu en perspective. Et en fait, je vais faire un petit focus sur les biais, même si on en a déjà un petit peu parlé. Donc, on a les biais de conformité cognitive et les biais de fixation qui se rassemblent un petit peu. C'est en fait, c'est en fonction un peu de nos croyances préexistantes. On va un peu comprendre et voir le résultat de ChatGPT dans un autre modèle comme on l'entend, en fait. Ça va vraiment être subjectif, beaucoup. Euh, donc, on va avoir tendance aussi à rester bloqué sur ce qu'on connaît bien en tant qu'expert, par exemple. Et c'est surtout le cas dans ce qu'on va lui donner en entrée, en entraînement aussi, quand on va entraîner le modèle ou quand on va le fine-tuner. On a le biais d'autorité. Je pense que ça, il y a pas mal de gens aussi qui se disent l'IA, c'est révolutionnaire, ils ont forcément raison, c'est une machine, on va lui faire raison, on va lui donner raison à chaque fois. C'est pas forcément le cas. Et ce que je disais tout à l'heure, je l'ai répété plein de fois, voilà, il faut avoir un esprit critique en permanence. Et donc, le dernier point, c'est pas forcément un biais, mais c'est juste il faut pas forcément s'arrêter à l'idée que te donne ChatGPT ou la première version. Il faut pas hésiter à itérer déjà beaucoup. Et finalement, il faut pas le prendre tel quel, le copier-coller. Bon, on a eu plein de cas aussi, mais c'est un peu pour rigoler. À Floa, tu as des gens qui vont commencer à l'utiliser et à le copier-coller tel quel dans un mail. Et ça se voit direct. Il en rajoute des tonnes.
Donc voilà, il faut quand même avoir ça aussi en tête. On n'est pas sur un produit fini, en tout cas aujourd'hui, dans ce que nous donne le modèle en sortie. Tac, tac, tac. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc ouais, par rapport à ce que vous disiez, ouais, donc c'est le biais de ce qu'on va lui donner en entraînement aussi. Euh, S'il y a des inexactitudes dans les données qu'on va lui donner en apprentissage au modèle, bah forcément, on va y revoir après dans les réponses. Mais voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la pensée critique aussi là-dessus, quoi. Et ça va vraiment dépendre de l'interprétation qu'on lui donne. Voilà. Je me rends compte, ça fait quand même déjà une demi-heure que je parle. Ouais. Je sais pas si déjà vous avez des questions un petit peu là-dessus. C'est vraiment un petit vernis. J'ai essayé de faire assez rapide. On a eu, nous, enfin, ce que je vous donne, il y a c'est un peu mon interprétation aussi, mais la donnée, enfin, la source, on va dire, de ce que je vous ai partagé, ça vient d'échanges qu'on a eu avec Microsoft, nous déjà. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et je pense on en aura d'autres. Mais encore une fois, il y a des choses, enfin, je suis pas allé forcément très très loin dans plein de trucs. Et je sais que j'ai voulu faire le lien aussi avec Microsoft d'un point de vue un peu plus concret. Donc ça, peut-être que ça peut être un peu confus de votre côté. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir regarder quelques exemples que j'avais en tête. Il y a juste une question d'Anaïs. Elle demande pourquoi, depuis ce début d'année, on en parle autant. Bah, c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup depuis un an, 2 ans dans le grand public. Mais oui, enfin, tu as raison. Je pense que le partenariat avec Microsoft a joué pour beaucoup. Il a joué pour beaucoup. Je pense aussi, bah, on a Mistral qui est un nouvel acteur qui a été créé en 2023, je crois. Donc, commence quand même à y avoir de plus en plus de modèles, je pense, à disposition. Mais clairement, nous, par exemple, à Floa, enfin, oui, c'est le partenariat avec Microsoft, avec qui on travaille déjà. On pense que ça va nous permettre d'accélérer la mise en place de cas d'usage, quoi. Clairement. Et sinon, j'ai pas d'autres réponses à te donner. Je vois pas trop ce qui aurait pu créer ça. Ouais. Après, c'est toujours lié aussi, enfin, comme je disais, avec le fait qu'on a des meilleures infras, beaucoup plus de données. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'on parle beaucoup plus d'IA génératif. Et c'est vrai que c'est à la mode, quoi. C'est à la mode partout. Et là, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on fait avec Microsoft en ce moment à Floa, parce qu'on reste concret. Quand on en parle avec les métiers ou autres, bah, ils ont envie de mettre de l'IA partout. Même le directeur général de Floa, il parle que d'IA, mais c'est vrai que des fois, ça veut un peu tout et rien dire. Donc, En c'est fait, bien c'est d'avoir des ça, choses c'est un que peu plus concrètes. l'IA, Ouais, que ce soit chez Cnova ou chez Floa, enfin même Combat, ça a toujours été au cœur de nos solutions. Mais depuis cette année, on est IA, IA, IA dans tous les outils, ouais, partout, tout le temps. Enfin, limite, t'as même pas de restriction, tu relis même pas tes comptes rendus. Enfin, faut utiliser l'IA. On verra après ce ouais, que l'on fait. ouais, ouais. Non, c'est clair. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je sais pas si, à part toi, les autres, vous avez ressenti ça aussi chez vos clients. Vous pouvez Ah, juste chez hocher la tête si Cultura, vous. pas du tout, hein. Non, toi, non? C'est Ah ok. non, Julie confirme. Je confirme, ouais. Oui, c'est sûr que ça s'accélère un petit peu. C'est vrai qu'il y a l'avantage, c'est que il y a des accès et des ponts partout pour pouvoir y accéder maintenant. Donc c'est peut-être pour ça que ça prend Ouais, de l'ampleur. Maintenant aussi avec les solutions on-premise avec les serveurs, ce qui permet de sécuriser les données, comme tu disais, et d'avoir ouais, un moteur qu'on peut utiliser. Là, bien sûr, ça commence à intéresser beaucoup plus d'entreprises. Et ben, ouais, c'est un peu le cas de voilà, d'ici aussi, on utilise ça, on en a une spécifique qui est donnée à la disposition, qui permet de faire de l'aide copilote, comme tu disais, sur les réponses clients, sur les SAT, sur la satisfaction des applications, des choses comme ça. ouais, Oui, ça s'accélère puisque tout le monde voit un petit peu l'intérêt de pouvoir avoir une aide un petit peu de créativité sur changer des textes, que ça soit ouais, pas toujours la même manière. Et puis ouais, de partir d'une feuille blanche, et quand tu as quelques petites prompts qui sont bien faits avec des modèles assez spécifiques, et ben, ça ouais, permet vraiment d'aller directement à une réponse formatée que tu rechanges deux, trois fois. Parfois, il n'y a même pas besoin de changer quoi que ce soit, c'est quand même assez impressionnant. Donc, ouais.
c'est de mieux en mieux maintenant. Donc c'est pour ça que les gens ils commencent à se dire bah ouais, mais là je commence à voir un petit peu le besoin qui arrive Ouais. rapidement. Voilà. Ouais, c'est clair. Mes collègues Yes. sont tous d'accord. Ouais. Ouais, merci Julien, cool. Ouais. Ah, mais c'est vrai que c'est pas du tout isolé, je pense que ouais, ça, ils en parlent un petit peu partout de plus en plus, quoi. Sauf chez Céline, apparemment. Et- Rien du tout. Méfie-toi, ça va peut-être venir. Ce serait peut-être pas un mal, hein, loin de là. Mais je Certaines pense parties, qu'il y c'est sûr. il y a plus de réticence qu'autre chose aujourd'hui, notamment sur les questions de sécurité. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Ah, il faut que l'entreprise soit un peu mature pour se lancer sur des débats comme ça, sur ces questions-là, quoi. All right. Ok. Alors ensuite, par contre, là, je vais être un peu emmerdé. Je vais devoir faire comme ça pour aller prendre les textes. Tuc, tuc, tuc. Là, je voulais juste vous montrer des exemples dans le prompt, là, assez rapidement. Ouais, je vois ça. Ouais. Ça va, là? Non, bah, regarde, c'est pas l'écran noir. Ah oui? Ouais. Ah, ça va stopper le partage d'écran. Non? Hop, ça va revenir. Ah oui, non, ok. Je comprends pourquoi. Mais normalement, ça doit être bon. Ouais. C'est bon. Ok, donc là, je voulais d'abord faire un petit exemple d'un résumé d'article. Donc là, typiquement, je lui donne juste ça en entrée. Je lui dis que je voudrais avoir un résumé de ces 4 articles en un seul résumé, quoi, le plus détaillé possible en français. Donc là, j'ai juste mis les liens de quatre articles, bon, qui sont là-haut aussi, je les avais ouverts, mais et il y en a un qui est en anglais. Donc c'est un peu aussi pour voir ça. Et normalement, voilà, il est capable de générer un. Alors, on va peut-être pas aller vérifier que tout est juste, mais il peut te faire un petit résumé comme ça, c'est intéressant. On peut lui demander de sortir les 2-3 points clés que tu retiens de ces articles. Donc voilà, c'est un premier exemple. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez. Et après, là, donc, on a ce qui est l'augmentation de texte. Et donc là, justement, je vais donner un exemple de compte rendu. Le compte rendu, j'ai des notes en dessous. Alors, c'est des notes qui sont liées un peu à mon activité, mais normalement, il n'y a rien que je peux ne pas, enfin, qui est assez dangereux à partager, ça devrait le faire. En gros, là, je lui demande de faire un compte rendu de sa réunion peut-être à partir des notes suivantes. Le compte rendu doit être envoyé par mail à moins N+1 et un client important. Voici les notes. Et du coup, je lui donne, et voilà. Après, donc, il donne un peu une structure et les quelques points clés à aborder. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, on va plutôt parler de ça après sur le ticket Jira. Vous me dites, hein, j'essaie de passer un petit peu vite parce que, bon, voilà, c'est peut-être des choses que vous avez déjà vues. Là, après, j'ai un exemple pour créer un ticket Jira. Donc, je souhaite créer un ticket Jira pour mes équipes data. La problématique est la suivante. Le marketing voudrait mettre en place une extraction de données, dont des données caractère personnel client, vers l'un de nos partenaires par dépôt SFTP à partir de l'un de nos data marts existants. Bon, peut-être c'est peut-être un peu du chinois pour certains, mais voilà, on va voir ce qu'il nous donne. Donc, il va nous proposer une description. Là, je ne vais pas non plus donner beaucoup d'infos, hein, donc c'est pas forcément évident. Mais il arrive quand même à peu près à avoir les différentes étapes qui vont de la vérification des données à extraire, qu'elles soient bien disponibles dans le data mart, jusqu'à la documentation de la procédure et voilà, des champs qu'on transmet derrière. Donc, il part après des responsables, des délais. Donc, voilà, tout ça, je ne lui ai pas du tout demandé de me donner des responsables ou des délais, mais il peut les donner. Et ce qui est bien, c'est que là, on voit que c'est quand même un peu structuré. Et donc derrière, là, il me le sort en forme de conversation, mais dans un besoin industrialisé, je pourrais très bien lui dire d'aller remplir directement des objets dans Jira, quoi, ou dans d'autres outils de ticketing, pour vraiment le faire à la volée. Donc par exemple, si j'ai la relation client qui doit faire des tickets à la main suite à un retour du client, là, il pourrait, si on prend vraiment le truc de bout en bout, à partir du résumé de la conversation qu'il a eu avec lui, créer un ticket Jira et le ticket Jira qui va se remplir aux bons endroits avec les bonnes valeurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
ça c'est vraiment théorie. Encore une fois, je ne l'ai pas vu là industrialisé, mais c'est un des trucs auxquels on pourrait penser comme ça. En tant que chef de projet, en tout cas, je me dis que c'était pas mal d'avoir un exemple sur un ticket Jira comme ça. Et après, j'ai d'autres petits exemples. Là, on est vraiment dans l'idéation, dans la créativité. Donc là, je lui demande, mais c'est en lien avec l'IA générative et ça va faire le lien aussi avec les workgroups qu'on est en train de monter, nous, chez Floa. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, je lui demande de me proposer 2 idées créatives et détaillées d'utilisation de l'IA générative dans mon entreprise bancaire. Donc je donne un tout petit peu de contexte, mais pas trop. Je pourrais en donner beaucoup plus pour avoir des choses beaucoup plus précises et fine-tunées. Mais voilà, en gros, il va me donner quelques idées créatives. Là, j'en ai demandé 2, je pourrais en demander plus. Et si c'est pas assez créatif, voilà, on peut lui demander d'être plus créative, enfin, vraiment de façon assez simple. Il va pouvoir en sortir d'autres. Et derrière, je vais lui donner un autre exemple un peu plus précis où là, je le mets vraiment dans la peau. Vous allez voir, ça, c'est une technique de prompting que j'ai vue. C'est mettre le modèle dans la peau d'un rôle, quoi. Donc là, je lui dis, tu es un chef de projet data en charge d'un stream autour de l'IA générative dans une banque. Je ne sais pas comment driver le projet et prendre la première initiative sur les usages métiers. Propose-moi une organisation et une méthode adaptée et innovante. Donc là, normalement, il va me proposer plusieurs étapes. Voilà, donc établir une liste d'usages métiers potentiels à prioriser, j'imagine. Et à prioriser les usages. Tester rapidement. Donc évidemment, tu auras le fameux POC ou le MVP à faire le plus rapidement possible. Mais à un moment, il faudra quand même passer à l'échelle. Mettre en place une équipe dédiée. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment première idée brute de fonderie. Et derrière, donc ça, c'est ce qu'on appelle le concept prompting. Et j'ai voulu prendre un exemple après d'un autre concept qui est le deep-end prompting, où là, je vais lui demander vraiment d'aller plus loin, quoi. Précise-moi cette méthode, rends-la plus concrète et spécifique, notamment à travers des idées d'outils ou de tableaux de suivi à utiliser. Donne-moi un exemple de fichier détaillé de suivi des cas d'usage à lister avec le métier. Alors, et normalement, je l'ai testé hier, mais il sort jamais 2 fois la même chose exactement, hein, ChatGPT. Donc, pour ça, je le refais vraiment en live. Bon, là, il ressort à peu près la même chose. Normalement, il est censé le faire un peu plus détaillé. On va pas rentrer dans le détail, mais il va y avoir un peu plus de choses. Et donc là, après, il me sort un exemple, donc un dessin d'enregistrement d'un exemple de fichier détaillé. Je sais pas si vous voyez. Bon, après, le but, c'est pas forcément de bien voir, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Et justement, ces différentes techniques un peu de prompting, je vais vous envoyer, enfin, on va vous envoyer avec Alexia un document là qui s'appelle l'hyperprompt, qui est vraiment super cool, qu'on nous a partagé, nous, côté Floa, chez Data Science. Ça doit parler à Céline, Virginie, qui nous a partagé ça. Donc, c'était plutôt intéressant. Vous allez voir, il y a vraiment des méthodes comme le fait de le mettre dans un rôle, le modèle. Ça marche plutôt pas mal. Voilà. Bon, après, on avait mis une petite salle à vous de jouer, mais on savait pas, enfin, ça va sûrement pas être évident, puis il nous reste pas très longtemps, mais bon, voilà, ce qui est cool après, c'est que vous essayez vous-même en mode bac à sable sur, si vous avez Microsoft et qu'il y a un truc, qu'il y a un studio qui est mis en place, tant mieux. Si c'est un autre éditeur, AWS, Google, c'est possible aussi, je pense, d'avoir ça. Et sinon, juste avec l'application OpenAI, ça doit être possible. Et après, juste le dernier exemple qu'on avait, c'était un cas pratique là sur du code, pour générer, pour commenter du code. Dans plein de langages, hein. Donc là, le prompt, c'était: donne-moi des lignes de code pour un bouton de couleur rouge portant la mention cliquez ici. Et donc là, après, il propose un code en HTML assez basique, hein. Là, il n'y a pas trop de contexte, c'est un truc assez simple, mais ça permet, enfin justement, ça permet un peu de lancer la génération du code. Et après, forcément, il faudra refaire une page dessus, mais parfois, ça peut être difficile de partir d'une page blanche. Et là, au moins, c'est pas le cas, quoi. Il nous aide quand même un petit peu. Ensuite, il va pouvoir traduire du langage Python en Java ou autre, si c'est possible, si ça a du sens. Donc ça, c'est des choses qu'il peut faire également. Après, il y avait une petite note sur Stack Overflow qui interdit les lignes de code générées par le robot. Donc après, tu as quand même pas mal de tests de sécurité, je pense, qui sont mis de plus en plus en place
sur les différents outils, mais voilà un peu ce qui est possible de faire. L'autre exemple, c'était généralement un code Java à insérer sur un site WordPress. Ce code doit reprendre tous les titres H2 et H3 d'un article et injecter un sommaire au-dessus du premier H2. Donc en plus, là, voilà, on peut lui donner des termes un peu techniques, il comprend. Et là, bon, pareil, je suis pas allé vérifier que le code fonctionne bien, hein, mais l'idée, c'est ça. Là, il génère vraiment tout ce code et avec les commentaires en plus, automatiquement. Et il t'explique un petit peu ce qu'il fait en dessous. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais en tête, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça reste assez théorique et ouais, pourquoi pas dans quelques temps revenir et refaire un atelier un peu plus concret. Et s'il y en a certains d'entre vous aussi qui ont des cas d'usage qui apparaissent d'ici là, ça pourrait être intéressant de recroiser tout ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci. Ouais, tu nous envoies ce fichier, c'est ça, dans la com ou pas? Ouais, je vais vous envoyer Hyperprompt. Hyperprompt, ouais. Donc le fichier, il est assez long, hein. Il y a plein d'exemples, il y a des vrais cas pratiques, des vrais ateliers pratiques de 3 heures derrière. Donc, mais bon, c'est un petit peu long, où là, vraiment, on travaille par groupe sur des idées, etc. Il y a plein de trucs vraiment cool. Et le support, là, je peux vous l'envoyer aussi. Ouais, parce que ça, c'est la partie la plus difficile, hein. Justement, trouver les bons prompts et les bonnes configurations, les modèles, c'est évident. Il faut réapprendre à C'est parler comme ça. Yes. Ok, merci Alexandre, c'était cool. Bah, pas de souci, avec plaisir. Et puis, si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas. Il commence à y avoir des formations sur le marché justement pour apprendre à écrire correctement ses prompts. Ouais, c'est sûr. Mais nous, là, Microsoft, ils nous ont montré toutes les formations un peu qu'ils allaient mettre à notre disposition, qui sont inclus dans la licence qu'on a et dans le contrat. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de fou, le nombre de formations qui commence à y avoir. Donc ouais, ça arrive, quoi. Bon, bah écoutez, merci pour votre présence. Merci à toi. Merci à Merci toi. beaucoup. Puis à bientôt, à la Merci à prochaine. toi. Salut. Alexandre. Salut. Et